Voilà, après avoir vu donc les deux types de chaleur qui étaient existants dans les réactions chimiques, à savoir donc la chaleur de réaction à pression constante et la chaleur de réaction à pression constante, mais je vais de nouveau reparler de la bombe calorimétrique ainsi que voilà, des transformations que peut subir donc une réaction chimique avec les variations d'énergie. Alors, effectivement, on entend thermochimie. La thermochimie va faire le lien entre la chimie et les réactions les, les chaleurs dégagées par les réactions chimiques. Alors, je vous rappelle qu'une réaction chimique, bah, on part à partir des réactifs. Alors, je dis des réactifs parce qu'on peut avoir plusieurs réactifs hein, qui vont donner donc des produits. Alors, ces réactifs, on peut les écrire d'une certaine façon. Hein. Bon, on peut écrire A, on a A mol de A, plus B mol du produit B, plus C mol du produit C, plus 3 petits points. Voilà, ça, ce sont les réactifs qui vont réagir et qui vont donner des produits qui sont voilà, D mol de D. Voilà, c'est vrai que c'est une drôle d'écriture, mais parce que après C, c'est D. Ouais, je le mets là à droite alors que j'ai mis 3 petits points à gauche. Bon, enfin, c'est pas grave. Vous comprenez que ça continue. Si vous voulez que j'écrive mieux que ça, à ce moment-là, je devrais mettre des indices. C'est AI, AI avec le produit AI. Voilà, donc j'aurai A, 1 mol du produit A1 plus A, 2 mol du produit B2 plus B2, je sais pas pourquoi je mets B2, c'est A2 plus C mol, enfin A3 mol du produit A3 plus 3 petits points va donner, et là je peux mettre B. Les produits, je pourrais même mettre un R pour réactif. R1 mol du réactif R1, R2 mol du réactif R2, R3 mol du réactif R3 et ainsi de suite. Et alors à ce moment-là, je pourrais écrire que j'aurais bon, les produits c'est P, donc P1 mol de P1 plus P2 mol du produit P2 plus P3 mol du produit P3 et ainsi de suite. Voilà. Donc vous voyez qu'il faut, on peut, c'est une réaction ça. On a chaque élément simple pris en aparté qui vont réagir, qui vont donner des produits en aparté, c'est-à-dire chacun a son identité, ses propriétés. Chaque produit est atomisé dans le sens, pas atomisé dans le sens atomique. C'est vrai que j'ai une réaction ici de moléculaire avec des atomes dedans, mais c'est pas ça que je veux dire quand je dis atomisé. Ça veut dire qu'on scinde, la substance à la moindre substance, aussi bien au niveau des réactifs que des produits. On les scinde tous. On les distingue tous un à un. Tous. Dans un ensemble, on les distingue, ils ont chacun leur propriété, chacun leur individualité, et à partir de là, ils apporteront leur lot de propriétés. Chacun apportera son lot de propriétés. Et donc, fatalement, ils ont chacun une chaleur. Donc, fatalement, vous comprendrez que j'établirai par après un lien par rapport à toutes ces chaleurs qui se retrouveront au niveau des réactifs et toutes les chaleurs qui se retrouveront au niveau des produits. En d'autres termes, je pourrais écrire que, bon, ici on a la somme des ERI. ERI, ce sont voilà, le nombre de moles pour un réactif
ERI donnée, une substance donnée. Voilà. Alors on aurait par exemple, on partirait de 1 à N, on aurait N réactif. Voilà. Et ce serait vrai aussi pour les produits, on aurait J égale à 1 jusque, on va dire M de dpi PI, où PI, le petit PI, c'est le nombre de mots. Les grands PI, c'est la substance individualisée. Voilà. Mais donc en thermochimie, il faudra prendre en compte, donc, parce qu'ils auront des chaleurs, et bon, il faudra tenir compte des chaleurs des réactifs et la chaleur des produits. Voilà. Et la variation de chaleur sera la différence entre les chaleurs, la chaleur des produits, moins la chaleur des réactifs. Voilà. Et ça, je verrai par après. Mais dans un premier temps, je vais de nouveau reparler de ce fameux delta H et delta U. Donc la thermochimie va faire intervenir donc ici des notions de chaleur. Alors les chaleurs peuvent être soit positives ou négatives, soit on peut avoir une réaction exothermique ou endothermique. Dans le cas ici de la réaction qui est établie, ça veut dire que c'est le bilan final hein, qui importe. C'est le bilan final qui importe ici. Alors si delta H est positif, le bilan final hein, de la réaction, ce que j'appelle delta H réaction, hein, c'est la variation de la réaction. Si le delta H est positif, ça veut dire qu'on a une réaction, rappelez-vous, là on a un système et le milieu extérieur. Quand le milieu extérieur reçoit de la chaleur, le système est exothermique. Il va s'accaparer de chaleur que le milieu extérieur lui fournit. Donc ça, c'est positif. Quand il reçoit, c'est positif. Donc c'est exothermique. Mais en même temps, ça c'est une convention égoïste. Quand il reçoit, le système reçoit de la chaleur, ben la chaleur est comptée positivement. Si le système fournit de la chaleur au milieu extérieur, ben c'est compté, la chaleur est comptée négativement. Donc vous voyez que ça, quand il reçoit, c'est positif. Quand il donne, c'est négatif. Donc c'est, on va dire, une convention égoïste. Bon, mais l'enthalpie, c'est une convention contraire. Voilà, c'est une convention qui est altruiste. Quand le système reçoit de la chaleur, donc quand il reçoit de la chaleur, je rappelle que derrière le H se cache la chaleur, je vais le voir tout de suite. Hein. En fait, ça dépend si on a QP ou QV. Voilà, ça dépend si on a QP ou QV. Se cache derrière QP, QV, se cache voilà, la notion de chaleur. Je vais le voir tout de suite. Alors, ce que je voulais dire, c'est que H est négatif. Ouais, quand je dis QP, c'est que chaleur à pression constante et QV, chaleur à volume constant. Alors, quand je dis H est négatif, ben c'est exothermique. Donc, si on a delta H qui est HR au niveau de la réaction qui est positif, là, c'est une réaction endothermique. Endothermique. La réaction chimique est endothermique. Si maintenant le delta HR est négatif, là, c'est exothermique. La réaction est exothermique. La réaction est exothermique. Donc, si delta H est négatif, ça veut dire que le système a reçu de l'énergie. Le système a reçu de l'énergie. Le système qui est la réaction, hein. C'est la réaction chimique hein, qui est le système. Voilà, on a une réaction chimique ici. C'est le bilan global entre une situation initiale et une situation finale d'un système. Hein. Le système va réagir, on a un système initial qui va donner des produits en situation finale. En situation initiale, on a les réactifs. Hein. Et en situation finale, on a les produits. Donc on a bien un système qui est une réaction chimique. Voilà. Avec des transformations, des variables. Donc on a voilà, un système initial avec des variables. Les variables qu'on a ici, ben, c'est le nombre de moles et ce sont les substances. Donc ici,
on aura en plus de variations de chaleur, on aura des variations de matière. Parce que en finalité, une réaction chimique, c'est quoi? Ben, une réaction chimique, c'est d'abord voilà, de la matière qui va se transformer. Mais on a toujours une conservation de la matière. On a tout simplement une transformation de la matière. Mais c'est aussi une transformation thermique. C'est une double transformation. C'est une transformation de matière et de chaleur. Donc, la réaction chimique n'est rien d'autre qu'une transformation de matière et de chaleur. Voilà. Donc, c'est une transformation chimique. Une transformation chimique, c'est une transformation de matière et de chaleur. Alors que on voit bien qu'on a affaire à un phénomène physique, parce qu'on a une transformation voilà, de la matière. Alors que bon, les phénomènes physiques, il n'y a pas de transformation de matière. Voilà, voilà, une voiture qui se met en mouvement, bon, il n'y a pas de transformation de matière. Voilà. Alors, donc voilà. Alors maintenant, revenons à notre QP QV et notre H. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est le but de la vidéo ici. Le Q, j'ai fait une vidéo qui montrait que le QV mesurait la variation d'énergie interne. Le Q à volume constant, bon, le QV mesurait la variation d'énergie interne, delta U. Voilà. Que le Q à pression constante, ça, le QV c'est à volume constant, mesurait le QP mesurait le delta H. Voilà. Et qu'on pouvait faire une relation QP est égal à QV plus P plus P delta V. Donc QP équivaut delta H est égal à QV qui est delta U plus P delta V. Alors ça, c'est toutes des relations que j'ai établies auparavant dans des vidéos. Je ne reviens pas parce que je ne veux pas chaque fois recommencer les démonstrations et refaire la genèse de d'où ça vient. Mais, donc voilà, j'ai fait 2-3 vidéos qui donnaient ceci. Donc si les 2-3 vidéos donnaient ceci, bon, je me contente à commencer ceci parce que ça vient de très, très loin. Hein. Ça vient de très loin. Ça vient de... Pour arriver à ça, ça revient de très loin, très loin. Voilà, j'ai fait des vidéos qui ont passé 1 heure pour expliquer ça. Donc je veux pas. Le but c'est pas de leur démontrer ça pour revenir ici et pour passer à autre chose. Non. Voilà. Donc ça, comment l'obtient-on? Bon, comme son nom l'indique, la variation d'énergie interne est mesurée par une bombe calorimétrique. Voilà, à volume constant. Bon, si je reprends ici, la bombe calorimétrique, voilà, la bombe calorimétrique est ici. Donc, je vous rappelle que c'est une bombe, il est constitué d'un porte-échantillon en acier habituellement cylindrique muni d'un fil de mise à feu intérieur. Donc, ça veut dire qu'on va mettre un courant électrique par effet Joule qui va provoquer de la chaleur et fermé par un bouchon fileté étanche capable de supporter une combustion explosive en présence de 30 barres d'oxygène. Bon, vous voyez que la pression est énorme, c'est pour ça que c'est un porte-échantillon qui est en acier et voilà, qui est capable de résister à une certaine pression pour éviter une éventuelle explosion si on fait réagir des réactifs dans la bombe calorimétrique. Alors, placé dans un calorimètre, voilà, c'est un calorimètre tout court. Hein. Voilà, un calorimètre pour lequel on ne va pas avoir des échanges. On ne fait pas l'étude d'échange voilà, d'échange de chaleur entre deux fluides. Ici, c'est tout simplement des réactions chimiques qu'on va établir là-dedans. Et alors, bon, donc ces réactions chimiques, on va en mesurer la chaleur. Donc, c'est tout à fait normal qu'on aille chercher un appareil de mesure qu'on appelle le calorimètre pour mesurer les quantités de chaleur qui vont ressortir de là. Donc, elle permet de mesurer le dégagement de chaleur au cours d'une réaction chimique, mettant en jeu des gaz et effectuée à volume constant. Bon,
déjà ici, mettant en jeu des gaz. Bon, la première des choses à voir, c'est un dégagement de chaleur. Donc, ce qui veut dire que on aura un dégagement de chaleur, ça veut dire que ce sera exclusivement un delta H, si vous voulez, négatif, parce que ce sera exothermique. Hein. Voilà, voilà, on va faire des réactions là-dedans qui sont exothermiques. Voilà. Donc en fait, comme son nom l'indique, et bon, dans ces conditions, la mise en jeu à la, est égale à la variation de la fonction d'état d'énergie interne, oui, ou U. Ça, c'est ce que j'ai mis ici. Hein. Euh, voilà. C'est un calorimètre, une bombe calorimétrique, si vous voulez, euh, qui va faire réagir. On va avoir toujours des. D'abord, c'est des gaz, hein, ils mettent des gaz dedans. Et ce qui veut dire que s'ils mettent des gaz, il faut définir l'état physique hein, de la réaction. Quand je mettais tout à l'heure A, il faut définir la substance, c'est l'état liquide, l'état gazeux, voilà, plus B, B, là par exemple il est liquide, plus C, C par exemple là il est à l'état, par exemple, solide. Voilà. Donc il faut définir l'état, s'il est solide, liquide ou gazeux. Alors solide ce sera petit s, liquide c'est petit l, gazeux c'est petit g. Et si c'est une solution aqueuse, ben, on mettra AQ pour solution aqueuse. Voilà. Mais ici, bon, apparemment, ils mettent des gaz, ils mettent et alors, bon, à ce moment-là, c'est une réaction qui est exothermique, exclusivement. Alors, on peut mesurer beaucoup de choses, je vous l'ai dit, hein, on peut déterminer le pouvoir calorifique, comme le fait un calorimètre. Hein. Pouvoir calorifique en joule par gramme voilà, d'une substance. La bombe calorimétrique a été mise au point par Eugène Marcellin, Berthelot en 1879, ça date d'il y a très longtemps, quoiqu'au départ, bon, il n'arrive pas à distinguer pourquoi il y avait deux types de chaleur. Quand il faisait des mesures, c'est tout simplement parce qu'il y en avait un qui était à vase clos et l'autre subissait la pression atmosphérique. Et s'il subissait, voilà, je rappelle encore que ce que j'avais dit dans la vidéo précédente, il y en a un qui était à vase clos, ben, il ne subit pas la pression atmosphérique, alors que l'autre est à vase ouvert, il subit la pression atmosphérique, donc on a des variations de volume. Voilà. Si on a des variations de volume, dues à cause de la pression atmosphérique, ben, on a un P delta V ici qui intervient. Hein. Alors que là, on n'a pas de P delta V, donc on mesure uniquement QV. Voilà. Celui-ci vase clos, il va mesurer le QV, puisqu'on a à volume constant, il n'y a pas de variation de volume, et celui-ci va mesurer le QP. Donc s'il est fermé, on mesure QV, s'il est ouvert, on mesure QP. Voilà. Et en même temps, on mesure le QV. Mais ça, au départ, ils ne savaient pas ça. Hein. Les premiers savants qui faisaient voilà, ils trouvaient des chaleurs qui étaient proches les unes des autres, mais ils ne savaient pas pourquoi. Ils ne savaient pas pourquoi. C'est juste après qu'on a su. Et là, je constate qu'en 1879, apparemment, je crois que bon, là, ils ont commencé à comprendre ce qui se passait. Hein. Alors qui étudie les phénomènes de combustion à volume constant. Voilà. Là, à ce moment-là, il a commencé à comprendre le fait que voilà, les combustions, les chaleurs de réaction à volume constant n'étaient pas les mêmes que les chaleurs de combustion à pression constante. Voilà, en étudiant justement la combustion à volume constant. Alors, pour mesurer le pouvoir calorifique qui est en joule par gramme d'une substance, il faut déterminer la chaleur dégagée par cette substance lors d'une réaction de combustion complète. Vous voyez que une combustion, c'est toujours une réaction exothermique. Hein. Voilà. Rapide et unique. Ouais. Et ça, c'est les conditions. Les conditions. Les conditions de réaction, c'est ça. Bon, il y a trois conditions. La réaction doit être complète. La réaction doit être rapide. Rapide pour pas qu'il y ait d'autres
éléments qui vont rentrer en jeu. Oui, bah, attention que c'est pas toujours possible, ça, je vous l'ai toujours dit. On ne sait pas toujours faire tout ça. Parfois, il faut repasser par des calculs, par des intermédiaires, d'où la loi de S. Hein. D'où la loi de S, parce que parfois, il y a des choses qu'on ne sait pas faire à cause des interférences de certains produits, qu'on n'arrive pas à voir tout de suite ce qui se passe. Mais voilà, il faut passer par des calculs. Mais ce n'est pas des calculs, je veux dire, a priori. C'est des calculs, bien sûr, basés sur l'expérimental, des données expérimentales. Et puis, on peut faire des calculs. Ce n'est pas des calculs purement théoriques. Hein. Voilà. Bon, donc, je vous avais dit que la réaction doit être complète pour éviter les corrections difficiles à calculer si une partie des substances ne s'est pas consumée. Donc, pour éviter une variation de chaleur qu'on n'aurait pas prise en compte, ben voilà, il faut la rendre complète. Comme ça, on mesure toute la globalité et donc la bonne énergie qui a été, je veux dire, échangée. Voilà. Alors, rapide pour pas qu'il y ait de, je veux dire, d'interférence avec d'autres produits. Pour éviter d'interférence avec d'autres produits, mais aussi pour éviter les déperditions de chaleur. Inévitable, même si le système est isolé. Voilà, même si on a un système isolé, bon, on a quand même des pertes de chaleur, donc il faut aller vite. Et unique pour que des réactions se... Oui, je m'excuse. Voilà. Et unique, voilà, c'est plutôt ça. Ça, c'est plutôt unique, dans le sens unique, ben, c'est pour que, justement, il n'y ait pas des produits, je veux dire, parasites qui viennent s'introduire et biaiser, je veux dire, voilà, la réaction. Voilà, ça, ce sont les trois conditions. Donc voilà, comme ils disent, le principe de fonctionnement de la bombe calorimétrique remplit ces trois conditions. Il s'agit d'un cylindre en acier, comme je l'ai dit, bon conducteur de la chaleur, effectivement, hein, c'est normal, et très résistant à la pression pour éviter des bobos en cas de surpression ou d'explosion, qui peut atteindre instantanément après la réaction plusieurs centaines de bars. Voilà. On dispose au fond de ce cylindre un creuset dans lequel sera déposée la substance à étudier. Voilà. Donc on met dans un creuset. Bon, voilà. Là on a la mise à feu, le creuset il est là. Vous avez la bombe calorimétrique qui est ici. Et bien sûr, tout autour il y a de l'eau avec un agitateur. C'est un calorimètre. Hein. On met un calorimètre avec un agitateur et un thermomètre. Voilà, un agitateur pour voilà, homogénéiser la température de la solution. Voilà, attention que quand on fait tourner un agitateur, ça chauffe. Hein. Ça crée un mouvement qui va chauffer. Faire attention aussi parce que, à ça. Alors bon, on calcule aussi le C du calorimètre. Voilà, pouvoir calorifique du calorimètre, il faut faire des étalonnages bien avant. Et c'est ce qu'ils vous disent ici. Une bombe calorimétrique doit être étalonnée avant chaque mesure. L'étalonnage s'effectue en réalisant donc la combustion d'un corps dont le pouvoir calorifique est connu, généralement de l'acide benzoïque, ouais, parce que bon voilà, ils vont l'étalonner avec l'acide benzoïque, de pouvoir calorifique connu bien sûr. Hein. Cet étalonnage permet de déterminer la capacité thermique du caloromètre. Voilà, donc il nous faut la capacité thermique du caloromètre avant de commencer quoi que ce soit. Donc il faut l'étalonner. C'est ce qu'on fait en calorimétrie quand vous commencez un laboratoire, c'est d'abord de l'étalonner. Hein. On étalonne, on fait un pré-laboratoire avant de commencer quoi que ce soit, pour mesurer quoi que ce soit. On l'étalonne, on fait un pré-laboratoire d'étalonnage pour déterminer le C du caloromètre. Et donc la valeur en eau du caloromètre. La valeur en eau du caloromètre. Voilà, avec les pertes calorifiques du caloromètre. Voilà. Une bombe calorimétrique peut contenir des gaz à forte pression. Voilà, c'est essentiellement apparemment des gaz. Alors, il est nécessaire d'effectuer de contrôles, ça c'est effectivement de qualité, nombreux, pour éviter tout risque de fuite, voire d'explosion. Voilà. Alors, je vous rappelle que c'est des gaz qu'il y a là-dedans. Hein. Voilà. Alors, maintenant, celui-ci va mesurer, si vous voulez, le QV. Voilà. C'est un caloromètre à vase clos qui va mesurer le QV. QV, c'est-à-dire la variation d'énergie interne. Bon, maintenant, on peut mesurer à pression atmosphérique le QP. Pour ça, il faut que ce soit ouvert. Voilà, un calorimètre voilà, qui est à vase ouvert va mesurer le QP. Mais avec ce calorimètre qui mesure le QV, on peut calculer le QP. Alors comment? Ben, la relation, elle est là. Alors, la plupart des réactions chimiques ne sont pas forcément à vase clos. Hein. La plupart des réactions chimiques, justement, se font à pression atmosphérique, c'est-à-dire à pression atmosphérique constante. On va considérer que c'est constant. Hein. Bon, même que la pression atmosphérique, elle varie légèrement,
mais on considère que bon, c'est constant, et que la plupart des réactions qui se font à pression atmosphérique, eh bien, la plupart des réactions qui se font, ben, ce sera le QP. Une réaction se fera à vase ouvert. Donc on aura des QP et non pas des QV. Donc la plupart des réactions en général se font à vase ouvert. Donc on aura un QP et pas un QV. Donc si on sait mesurer un QV d'une réaction chimique, ben, connaissant le QV, le delta U, ben, il est aisé de trouver le delta H, le QP. Voilà, il est aisé de trouver connaissant le delta U, le QV mesuré par la bombe calorimétrique, on peut calculer le delta H, mais pour ça il faut connaître la pression et la variation de volume, bien sûr. Voilà. Alors, bon, alors maintenant, je vais partir à partir de l'expression qui relie les deux. Qui relie les deux. Donc, connaissant l'un, je peux trouver l'autre. Donc, il faut indiquer l'état physique, toujours. Mais ce qui va m'intéresser le plus, c'est cette équation-là. Bon, je vais la réécrire, c'est mieux. C'est plus facile de la réécrire. Alors, la variation d'enthalpie est égale à la variation d'énergie interne plus P delta V. Alors, on va se référer justement pour cette liaison de chaleur. Il y a deux chaleurs là-dedans, hein, de chaleur de réaction. Pour, avant de commencer quoi que ce soit, ouais, d'abord, je voulais te dire un truc. Je voulais juste dire un truc avant d'entamer quoi que ce soit. Donc, avant d'effacer ceci, le delta H, c'est le QP. Alors, le delta U, c'est le QV, mesurable à la bombe calorimétrique à volume constant. Alors, là, qu'est-ce qu'on peut dire? Que l'énergie interne s'accroît de l'action calorifique absorbée par le système ou décroît de la quantité de chaleur dégagée par le système. Donc, le delta U s'accroît ou décroît en fonction que la chaleur croît ou décroît. Voilà. Ça, c'est une chose. Ça, c'est pour le delta U. L'énergie interne dépendra donc de la chaleur. La variation d'énergie interne va dépendre de voilà, la quantité de chaleur voilà, de l'action calorifique absorbée par le système ou de la quantité de chaleur dégagée par le système. Bon. Maintenant, pour la variation d'enthalpie, elle s'accroît de l'action calorifique QP absorbée par le système ou décroît de la quantité de chaleur dégagée par le système. Voilà. Donc, vous voyez que QP et QV, delta H et delta U dépendent de chaleur. L'une de la chaleur à pression constante et l'autre de la chaleur à volume constant. Donc, il existe deux types de chaleur. Chaleur à pression constante et l'autre à volume constant. Bon, ceci étant dit, je vais partir à partir de la loi de conservatif. Et l'énoncer, parce que c'est fondamental ce que je vais indiquer, je vais l'énoncer. La chaleur produite ou absorbée, produite ou absorbée par une réaction, parce qu'on est en thermochimie ici, chimique. Donc vous voyez bien qu'on est en thermochimie, chimie, hein, parce que la chaleur
On parle de chaleur et de réaction. Donc c'est bien de la thermochimie, on est purement en thermochimie. La chaleur produite, la chaleur elle peut faire deux choses, soit elle peut être produite ou soit elle peut être absorbée. La chaleur, bien sûr par un système, mais le système ici c'est voilà, la réaction, c'est la réaction chimique qui est le système, ou tout du moins la transformation chimique. Parce que le système étant, si vous voulez, les réactifs de départ et les produits finaux. Et les produits finaux sont le système final. Et entre les deux, on a une transformation qui est une réaction chimique. Donc la réaction, c'est la transformation. Alors, ça, vous savez que la chaleur produite de par le fait de la conservation d'énergie, donc dépend de la situation initiale ou de l'état initial, si vous voulez, et de l'état ou de la situation finale. Donc, ils ne dépendent que de l'état initial et l'état final. Et ça va être fondamental pour la loi de S. Pour la loi de S, ça ne dépendra que de l'état initial et final, mais on pourra créer des intermédiaires astucieux pour établir, je veux dire, des relations pour retrouver les variations d'enthalpie ou les variations d'énergie interne. Voilà. On utilisera ce principe, le principe de conservation voilà, de l'énergie. Et enfin, on aura une conservation de la matière parce qu'on a une réaction chimique. Hein. Dans la réaction chimique, la loi de Lavoisier dit que les réactions chimiques se conservent au niveau de la matière. Mais elles se conservent au niveau énergétique. D'ailleurs, la preuve, je l'ai établie, je veux dire, dans une des vidéos pour vous montrer que bon, l'énergie était conservative. Rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Tout se transforme. Alors, donc, dépend de l'état initial et de l'état final, et non du chemin suivi. Alors, ici, chemin suivi, donc on s'en foutra du nombre d'étapes. Hein. S'il y a des étapes intermédiaires, on a X est étape intermédiaire, peu importe, on peut avoir Y, Z. Voilà, c'est pas les X, Y, Z étapes intermédiaires qui vont changer, je veux dire, la nature du système thermodynamique, hein, ou thermochimique ici plutôt, parce qu'on est en thermochimie. Mais voilà, c'est ni le nombre, ni le nombre d'étapes intermédiaires ni la nature des étapes qui vont changer quelque chose, qui vont altérer, si vous voulez, altérer voilà, le point de vue thermodynamique. Thermodynamique de la réaction. Voilà, dans d'autres termes, c'est pas parce que j'ai X, Y, Z étapes intermédiaires que bon, ça va changer quelque chose. Hein. Non, ça ne dépend que de l'état initial et de l'état final, peu importe. D'ailleurs, S a très bien compris ça, et il a fait sa loi, la loi de S. Et en plus de ça, bon, c'est pas la nature des étapes. Donc, que je passe par une réaction de toute autre nature ou par 10 réactions de toute autre nature, je finirai, pour autant que c'est, bien sûr, il y a des liens logiques, bien sûr. Il ne faut pas mettre n'importe quoi. Hein. Le but, c'est pas de mettre n'importe quoi, c'est de mettre des liens logiques qui vont arriver à la réaction, des réactifs de départ dans des réactifs finaux par des réactions intermédiaires, bien sûr, qui sont de nature à relier le tout, hein, parce que s'il n'y a rien qui est relié, parce qu'on met n'importe quoi, c'est normal que vous trouverez des delta H qui n'ont rien à voir. Voilà. Alors, donc, et ne pas oublier quelque chose, puisqu'on parle de delta H et de delta U, eh bien, si celle-ci s'effectue
soit à pression constante, soit à volume constant. Donc on aura soit le delta H ou delta U. Donc le delta H ne va pas varier parce qu'il y a un nombre d'étapes, un certain nombre d'étapes intermédiaires. Et le delta H ou le delta U ne va pas varier parce que on a des natures, bien sûr, qui fassent un lien, parce que s'il n'y a pas de lien, c'est normal que vous allez trouver n'importe quoi. Si vous avez rajouté du n'importe quoi, vous aurez du n'importe quoi. Il faut rester logique, bien sûr, dans les liens. La loi de S, elle est logique de par sa formation. Hein. Quand la loi de S établit ces liens, pour aller d'un réactif à un produit, bon, il le fait de manière raisonnée. Hein. C'est pas bon. Il faut raisonner, bien sûr, là-dessus. Il y a du raisonnement. C'est des liens logiques. Hein. Il y a un lien logique, logique chimique. Hein. Il y a un lien de logique chimique. C'est pas du n'importe quoi. On ne fait pas de n'importe quoi pour faire la loi de S. Hein. C'est ça que je veux dire. Et vous allez voir, je ferai quelques exemples de loi de S. Vous allez voir, bon, que c'est des liens logiques, mais tirés, bien sûr, de ce qui est. Donc ça veut dire qu'on peut faire du calcul pour autant que ça reste logique, mais tiré de choses expérimentales. Hein. Il faut aller rechercher des choses expérimentales, tirées par la bombe calorimétrique, parce que l'expérimentation, ce sont les réactions qui vont être tirées de la bombe calorimétrique. On peut aller rechercher des delta H. Voilà. Mais des delta H, on peut en avoir des milliers. Hein. Donc il faut se fixer une température qui est la température standard. Hein. On va bien sûr avoir. Il faut aller voir dans des tables si les réactions chimiques données avec voilà, à une température standard. Une température standard. Et ça, c'est fondamental. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut partir à partir de ça. À partir de ça. Donc, de la loi conservative. Si on veut voir la loi de S, ben, il faut partir de cette loi-là. La seconde chose, c'est d'indiquer l'état. Et ça, c'est fondamental. Je vous dirai pourquoi. Parce que je n'ai pas encore terminé ici. L'état physique. Donc, la température, pour ne pas avoir 50 000 valeurs de delta H ou delta U, mais elle est fixée une température qui est la température à l'état standard. L'état standard qui est à 298 Kelvin. Voilà. Alors, l'état physique, il faut indiquer l'état physique. L'état physique, c'est soit solide, liquide ou gaz. Solide, liquide. Bon, c'est un état aqueux, bon, vous pouvez le dire hein, aussi. Hein. Voilà, mais bon, ça n'aura pas d'interférence ici. L'état aqueux, c'est dans les dissolutions. Hein. C'est dans les dissolutions. Voilà, mais maintenant, si vous avez un état aqueux, vous savez que vous n'êtes pas à l'état gazeux. C'est déjà ça. Alors, les réactions, en réalité, les réactions chimiques, il y a les réactions chimiques théoriques, mais il y a les réactions chimiques réelles. Voilà, réelles, c'est tiré de l'expérimentation. Hein. Voilà, on peut faire des réactions, tout ce qu'on veut, mais il y a ce que vous allez avoir, je veux dire, voilà, sur papier, ce qui est réalisé, le réalisable réellement. Alors, les réactions réelles satisfont pratiquement toujours donc l'une de ces conditions. Soit donc la chaleur absorbée produite ou absorbée par une réaction chimique dépend de la situation initiale et de l'état final. Si celle-ci s'effectue à volume à pression constante, donc les réactions réelles se font soit à pression constante, ou soit à volume constant. Donc les réactions réelles se font dans l'un des deux cadres ici. Ici je me suis trompé, je m'excuse, bon, c'est fait. Voilà. S'effectue. Vous comprendrez qu'il y a une erreur de français ici. J'étais un peu trop vite pour taper.
s'effectue. Voilà. Et donc les réactions réelles peuvent être effectuées soit à pression constante, soit à volume constant. Alors, à volume constant, je vous l'ai dit, hein, c'est dans un, comment on appelle ça, dans un réacteur clos, et à pression constante, ben, c'est un réacteur ouvert. Ou dans une réaction tout simplement voilà, normale à pression atmosphérique, hein, qui se déroule à pression atmosphérique. Alors maintenant, attention à ce que je vais dire maintenant, parce que je vais m'intéresser à ce P delta V. À ce P delta V. Je vous ai dit qu'il faut indiquer l'état. Solide, liquide ou gazeux. Voilà. Alors pourquoi? Parce que si on a un gaz, qu'est-ce qu'on pourrait avoir si on a un gaz? Supposons qu'on a un gaz parfait. On peut avoir la transformation ici, on a une pression. Si on a un gaz parfait, on sait bien que la loi des gaz parfaits, P est égal à PV PV égale N R T. Ce qui veut dire que delta PV est égal à... Attention que c'est un gaz, hein, je suis en face d'un gaz parfait. Donc je suis dans un cas où on a un gaz. Delta N R T. Alors, le nombre de moles de gaz, s'il ne varie pas, enfin, justement, il peut varier, justement. Qu'est-ce qui ne va pas varier? C'est la constante des gaz parfaits, R. Alors, R, si on a température constante, on a RT. Et là, à ce moment-là, on a delta N, qui est la variation du nombre de moles. Alors, si c'est bien sûr, ici, il s'agit d'un gaz, c'est le nombre de moles de gaz. Hein. Nombre de moles, c'est la variation du nombre de moles de gaz. C'est la variation du nombre de moles de gaz. C'est-à-dire que, bon, il faut que les deux soient à l'état gazeux. Hein. Voilà. Si on veut savoir la variation du nombre de moles de gaz, ben, il faut que c'est le nombre de moles de gaz qui varie, et pas le nombre de moles solides ou liquides. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Bien sûr, la pression étant constante, P delta V, voilà que je viens d'énumérer le P delta V qui vaut RT delta NG. Ce qui veut dire que delta U ici, le delta H, si on a affaire à un gaz, ça vaut delta U plus la constante des gaz parfaits fois la température en Kelvin, bien sûr thermodynamique en Kelvin, fois la variation du nombre de moles de gaz. Alors, je vous parlais tout à l'heure des réactions réelles qui satisfont donc toujours les conditions soit à volume constant ou à pression constante. Elles ont lieu à volume constant si elles sont réalisées dans un réacteur clos, ou tout simplement si le volume des produits est le même que le volume des réactifs. Alors, si on a voilà, si on a un volume constant, si bien sûr on a le volume des produits qui est le même que le volume des réactifs. Et ça c'est le cas par exemple dans des réactions entre solides et ou liquides de masse volumique peu différente. Voilà. Donc on aura, si vous voulez, le QP si on n'a pas de variation de volume. Pour un solide ou un liquide, hein, bon, je reprends l'équation, delta H. Rappelez-vous que delta H, il valait, pas confondre delta H et delta U. Delta H, c'est
QP. Delta H c'est QP. Delta H c'est QP. Et delta U c'est QV. Voilà. QV. Donc à volume constant. Voilà. Alors, à volume constant, ça signifie que le volume des produits est le même que le volume des réactifs. Ou si vous voulez, les réactions entre solide et eau liquide sont de même masse volumique, voilà, sont à peu près de même masse volumique. Ils ont des masses volumiques peu différentes. Voilà, à ce moment-là, on aura le delta H. Ça veut dire, en d'autres termes, que delta U vaudra delta H. Delta U, oui, on peut avoir delta. Enfin, le QV, ce sera quand on aura, voilà, ce sera volume constant. Donc pour les solides, liquides. Par contre, le delta H, là, il va dépendre de variation du nombre de moles de gaz, variation du nombre de moles de gaz. Si maintenant on n'a pas de variation du nombre de moles de gaz, ben là on a delta H égale delta U. Delta H égale delta U. Le delta H égale delta U. C'est-à-dire que QP égale QV. Là, s'il n'y a pas de variation du mole de gaz, il n'y a pas de différence entre faire la mesure à pression constante ou à volume constant, puisque voilà, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Il y aura une différence entre le QP et le QV s'il y a une variation du nombre de moles de gaz, et s'il s'agit d'un gaz. S'il s'agit d'un gaz. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Le QV va mesurer le delta U. Le QV va mesurer le delta U. Enfin, je m'excuse, en mesurant le QV, on aura la variation d'énergie interne. En mesurant le QV, on aura la variation d'énergie interne. Alors, le delta H, on peut le calculer, mais on peut le mesurer ici, mesurer aussi. Autant on peut mesurer le delta U par un vase clos, autant on peut mesurer le delta H par un vase ouvert, à pression, subissant la pression atmosphérique constante. On a la pression constante. Voilà. Et la plupart des réactions se font justement à pression atmosphérique. Hein. Voilà. Donc on peut mesurer soit l'un, soit l'autre, ou soit on mesure l'un et on calcule l'autre au travers de la formule ici. Voilà. Mais il faut connaître pour ça la pression et la variation de volume. Maintenant, si c'est tout petit, il faut pouvoir mesurer cette variation, cette petite faible variation de volume. Hein. Voilà, le problème, il faut pouvoir mesurer ça. Alors maintenant, on aura une différence entre le QP et le QV. Parce que vous voyez que le QP, delta H, c'est QP, et le delta U, c'est le QV. Alors, on voit bien qu'il y a une différence. Hein. Une différence à cause du P delta V. C'est pour ça que les premiers savants, bon, je veux dire, se posaient des questions. Comment ça se fait qu'à vase clos ou à vase fermé, il y avait des différences? Mais c'est parce qu'en fait, il y a le PDV qui intervient. Le QP, là, il est différent. Pour qu'il soit le même, eh bien,
pour ça, s'il traite un gaz, s'il devait traiter un gaz, il faut que la variation du nombre de moles de gaz soit égale à 0. Voilà. Il faut que la variation du nombre de gaz, de moles de gaz par rapport au réactif et au produit, bien sûr, soit égale à 0. À ce moment-là, à ce moment-là, ils n'auraient pas voilà, de différence. Ils auraient le QP est égal à QV. Bon, c'est extrêmement minime le P delta V. Hein. Bon, le QP, ils vont environ le QV. Hein. C'est extrêmement minime. C'est voilà, c'est environ le QP vaut environ le QV parce que bon, que vaut le P delta V? Tout dépend du P delta V. S'il est bon, fortement très petit, bon, on peut dire qu'on peut vite associer le QV au QP. Il vaudra environ QP voudra environ QP. QP voudra environ QV si P delta V est très petit. Voilà. Mais en tout cas, les premiers savants, vous voyez, ont su voir qu'il y avait une différence entre mesurer à vase ouvert ou à vase clos. Voilà. Voilà. Ou ça aussi, on a une variation de mole de gaz, voilà, qui est nulle. Voilà. Bon, en tout cas, le QV, c'est quand le volume ne varie pas. Le QV, c'est quand le volume ne varie pas. C'est-à-dire que le volume des produits et le volume des réactifs voilà, ne diffèrent pas. Donc, celui-ci, le QV, peut-être le QV, c'est quand on n'a pas de variation de volume, mais c'est aussi quand on a une variation du nombre de moles de gaz qui est nulle. Voilà, parce que là, à ce moment-là, on a delta H égale delta U, puisque ceci, ça vaut 0, donc on a delta H égale delta U, donc on mesure, quelque part, on mesure le delta U au travers d'un QV. Donc, le QV peut être mesuré, soit parce que, voilà, on n'a pas de variation de volume si c'est un solide ou un liquide, mais c'est parce qu'aussi, on n'a pas de variation de mole de gaz si on n'a pas de variation de mole si on a un gaz. Et là, on mesure le QV. Voilà, alors maintenant, autre chose, ça, c'est pour ça qu'il faut indiquer l'état physique. Hein. L'état physique, bon, pour l'état physique, si on a un gaz, il faut pouvoir voilà, dire quelle est la variation du nombre de moles de gaz. Comme ça, bon, on tient compte de ce terme-là. Voilà. Alors, les mesures se font toujours à température de 298 Kelvin. Alors, pourquoi 298 Kelvin? Le 298 Kelvin constitue la température de l'état standard. Alors, pourquoi? Parce que les enthalpies ne vont pas vous les donner pour une... Voilà, je viens de vous voir une formule qui est le QV est égal non, le QP, je m'excuse. Le QP est égal au QV plus la RT fois la variation du nombre de moles gazeuses. Alors vous voyez que c'est dépendant de la température. Hein. Si chaque fois il faut vous donner un delta H à une température donnée, bon, c'est quand même très difficile de faire ça. Hein. Bon, donc on fait des tables, on va pas faire des tables pour tout et n'importe quoi. Hein. Il y a moyen de faire des tables un peu spéciales avec des courbes, des hyper courbes. Enfin, on va dire des courbes dans des hyperplans. Des courbes dans des hyperplans, là on peut voir beaucoup d'informations par rapport à pas mal de choses. Mais bon, généralement on donne le calcul de la variation d'enthalpie à une température de référence qui est 298 Kelvin. Et dans les tables, vous aurez ce qu'on appelle enthalpie de formation standard à 298 Kelvin, avec un zéro. Ça veut dire le standard. Alors, qu'est-ce que c'est que le standard? Le standard. Eh bien, on va aller voir ça sur Internet. Ne pas confondre le CSTP et le CNTP. C'est fondamental ça, pas confondre les deux. Alors,
la thermodynamique et la thermochimie, enfin la thermochimie, je m'excuse, utilise le CSTP. Ils utilisent le CSTP. Et s'ils n'utilisent pas le CSTP, à ce moment, dans les problèmes, ils vous diront que le problème est ancien, doit être mis dans les conditions normales de température. Conditions normales, ça veut dire que c'est les conditions standards. Hein. Enfin, c'est pour ne pas dire standard, ils ont été mettre normal. Normal, ça ne veut pas dire que c'est normal, c'est des conditions normalisées, c'est ça que ça veut dire. Normal, c'est normalisé. Mais N pour normal et l'autre S pour standard. Hein. Bon, vous allez me dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans... Oui, bien sûr. Mais c'est parce qu'il y a le standard qui définit sa propre standardisation et il y a le normal qui est une standardisation qui définit ses propres standardisations. Alors, allons voir les standardisations. Voilà, l'état standard ou conditions standard de température et de pression, CSTP, d'un composé chimique pur, donc est défini donc, à la pression standard de 1 bar, c'est-à-dire 10 exposant 5 pascal. Pour l'état gazeux, il s'agit de l'état de gaz parfait. Donc vous voyez que c'est déjà quelque chose de parfait. On prend quelque chose de parfait. État légèrement différent de l'état réel. Les tables élémentaires thermodynamiques chimiques se limitent à la température de référence 298.15, c'est-à-dire à 25 degrés Celsius, tandis que les tables complètes donnent les grandeurs thermodynamiques standards à diverses températures. Bon, ben voilà. Les tables complètes. Les tables complètes. Ben, généralement, on ne donne pas des tables complètes, on donne des tables élémentaires. Et donc les tables élémentaires, c'est à 298.15. Maintenant, si vous avez des tables complètes, tant mieux. C'est ce que je vous disais tantôt. Vous avez des schémas avec des hyperplans. Vous allez faire des lectures dans l'hyperplan pour aller rechercher, je veux dire, la température adéquate. Comme c'est le cas des courbes qu'on retrouve en thermodynamique. Hein. C'est des hyperplans, on peut dire l'entropie, l'enthalpie, à différentes températures, à différentes... ce que vous voulez. Donc, quelque part, l'état standard... Bon, alors, quand on fait une réaction chimique, je vais effacer ceci. Hein. Je vais faire un calcul par après. J'espère ne pas oublier que je dois faire un petit calcul. Alors, quand on fait une réaction chimique, et qu'on veut évaluer bon, l'enthalpie, par exemple, l'enthalpie, bien sûr, ça se fait sous différents... Voilà, on doit élaborer ce qu'on appelle un système initial, qui sont les réactifs, et élaborer un système final, qui seront les produits. Alors, il faut bien les définir. Il faut définir correctement le système initial et le système final. C'est-à-dire, il faut bien définir les réactifs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et il faut bien définir les produits. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais il n'y a pas que ça à définir. Bien sûr, il y a la nature chimique à définir, l'état physique, la température, la pression. Voilà, donc température, la pression, la nature physique. Voilà, on pourrait définir d'autres choses pour les réactifs et pour les produits. Donc, il faut définir d'abord les paramètres de la situation initiale et les paramètres de la situation finale. Alors, si maintenant, n'importe qui, ou je pense à un auditoire, on n'a pas normalisé, ben, chacun va calculer à sa température de référence, le gaz par exemple, chacun va étudier à sa pression de référence, le gaz, voilà, chacun va faire ce qu'il veut. Non, donc on va normaliser. La température de pression va être normalisée. Donc c'est pour ça que on va définir ce qu'on appelle un état
standard. Comme ça, on calculera toujours à 298.15. Maintenant, on peut faire des calculs pour revenir à d'autres températures, c'est pas un problème ça. Alors, l'état standard, il est défini comme étant, comme je viens de vous le dire maintenant en regardant le site, hein, on peut aller le voir, pour standardiser les choses. L'état standard, c'est conditions standard de température et de pression. Donc on standardise la température et la pression. Donc d'un composé chimique, parce qu'on parle de chimie, est défini sous la pression standard de 1 bar, 10 qui vaut 10 exposant 5 pascal. Oui, l'unité de pression, c'est une unité, je veux dire, un petit peu embêtante, parce qu'il existe tellement de voilà d'unités de pression que bon, on finit par s'y perdre. Bon, avec un jour, je vous évaluerai le nombre d'unités de pression. Et bon, on utiliserait des unités courantes comme le bar ou la pression atmosphérique. D'autres, bon, celle qui est utilisée lors de la découverte de par Torricelli de la pression atmosphérique, qui parlait en, voilà, en millimètres de mercure, on lui a attribué une unité qui est le torr, etc. etc. Bon, on peut avoir beaucoup d'unités. Les Américains utilisent des unités anglo-saxonnes. Voilà, et on peut s'y perdre dans tout ça. Hein. On peut s'y perdre. Hein, les millimètres de colonne d'eau, ça dépend si on a un liquide, si on a voilà, ou un gaz, voilà. Un liquide aussi possède une pression, c'est un fluide. Hein. Voilà, sur une hauteur, on peut avoir une pression d'un liquide, parce que c'est un fluide. Voilà. Donc, il faut définir un état standard pour calculer, je veux dire, et normaliser qu'on va calculer l'enthalpie à une température donnée pour avoir l'enthalpie de formation standard. Et il faudra standardiser, pas que l'enthalpie, beaucoup de choses seront normalisées. Alors, l'état standard sera défini comme un état de corps pur, comme vous pouvez le constater ici. Je suppose qu'il était chimique limite la température de référence d'un composé chimique pur. Voilà, composé chimique pur. Voilà. Donc c'est un corps pur non mélangé. Donc il est pris, ce composé chimique, dans son état physique le plus stable. Voilà. Donc dans l'état physique le plus stable. Et si maintenant vous allez me dire, oui, mais pour un solide, pour le solide, c'est leur forme cristalline la plus stable. Donc sous la pression de voilà, 10 exposant 5 pascal, 10 exposant 5 pascal, il est indiqué là, hein, vous pouvez le constater comme moi, mais en vérité, regardez bien ce qu'il est marqué en dessous. Dans les anciennes tables, les données se réfèrent à la pression normale de 1 atmosphère. Donc avant, enfin dans les anciennes tables, bon, ils prenaient 1 atmosphère et une température donc toujours de 298.15. Alors, quelle différence entre 10 exposant 5 et 101 325? Entre 10 exposant 5 et 100 000, il y a une très petite différence. Hein. Une très petite différence. Donc je vais la calculer tout de suite. Je vais calculer pour la constante des gaz parfaits. Sachant que ne perdez pas de vue qu'il y a une formule qui se cache derrière. Je vais la mettre tout de suite. Simplement, je vais effacer ici. Donc je suis en train de voir le CSTP. Alors, je vous disais tout à l'heure que le delta H, on va déjà voir pour le calcul delta H en fonction du delta U et de la variation du nombre de moles de gaz, plus RT delta NG. Bon, alors ce qui va m'intéresser ici, c'est le R. Je vais le calculer en condition CSTP, sous 1 bar. Bien sûr, et 292.15 Kelvin. Ça, c'est normal, c'est la température. Kelvin. Alors, toujours en CSTP, je vais le calculer en CSTP, à 101 325, c'est ce qu'il vous disait dans la remarque, pression atmosphérique, un atmosphère. Un atmosphère, c'est 101 325 pascal.
toujours à une température de 298,15 Kelvin. Bon, faisons l'équation des gaz parfaits. PV égale nRT. On a un gaz parfait, hein, et c'est ce qu'il vous disait. Voilà, PV égale nRT. Si c'était un gaz, il considérait comme parfait. Parce que c'était voilà, des corps purs, hein, non mélangés, avec voilà, des conditions au niveau pour l'insolite, c'était leur forme cristalline la plus stable. Et pour un gaz, bon, ils prenaient un gaz parfait. Et donc j'applique la loi des gaz parfaits. Et ce qui m'intéresse, c'est là le R. Donc on aura PV sur NT. Alors on a une mole de gaz. Hein, une mole de gaz occupe en condition CSTP. On est en CSTP, on n'est pas en CNTP, ne confondez pas les deux. Il ne faut pas confondre le CSTP. Là, on a 298,15, ce qui fait qu'on a 25 degrés. 273 plus 25, c'est 298. On a 25 degrés Celsius. Ça, c'est 25 degrés Celsius. Voilà. Bon, alors une mole de gaz, bon, là, je vais mettre 10 exposant 5 pascal fois le tout, c'est d'avoir en joules. Après, je le mettrai en kilojoules, parce que là, en fait, le R, il doit être mis, si vous voulez, en kilojoules par mole. Le R, ici, il doit être mis en kilojoules par mole. Voilà, c'est en kilojoules par mole. Kilojoules par mole. Donc, pour avoir en kilojoules par mole, tout d'abord, je vais le mettre en joules par mole. Pour avoir en joules par mole, et par Kelvin, bien sûr, joules par mole, ouais, joules par kilojoules par mole et par Kelvin, parce qu'en multipliant par la température le Kelvin, ben, ça va se simplifier. Il va rester des kilojoules par mole, fois la variation du nombre de moles de gaz qui n'a pas d'unité, eh bien on va retrouver des kilojoules par mole. Voilà. Mais ici, le R, il est en kilojoules par mole et par Kelvin. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc il faut, pour retrouver ça, il faut que je prenne des barres, voilà, qui fait un bar qui fait 10 exposant 5 pascal, je dois remettre en pascal. Le volume, une mole de gaz en condition CSTP, bon, là, il faut exprimer en mètres cubes. En litres, je m'excuse, en litres. Oui, donc ici, il faut l'exprimer en mètres cubes. Je dois mettre en mètres cubes. Sachant que une mole de gaz occupe 20. Je suis en condition CSTP, hein, n'oubliez pas, c'est pas 22 litres 4, hein, parce que je ne suis pas en CNTP, je suis en CSTP, 24,79. Voilà. Voilà. Donc c'est 24,79 litres, ce qui fait décimètres cubes. Mais pour avoir en joules par mole et par Kelvin, je dois mettre en mètres cubes. Ce qui veut dire que j'ai 24,79 fois 10 moins 3. Voilà. Alors maintenant, combien de moles? Ben, c'est une mole de gaz qui occupe 24,79 litres. Donc le N niveau 1 et la température, ben, c'est la température donnée par en CSTP, c'est-à-dire 298,15. Bon, je vais faire le calcul ici. Alors pour ça, il faut que je retrouve ma machine.
Bon, quand on ne vous dit rien, généralement, ce sera la température de référence. Hein. On sera en CSTP pour calculer. Voilà. Donc, je vais calculer ça. 10 exposant 5. 1. Donc, 100 000 fois 24,79 fois 1 millième divisé par 298,15 égale 8, voilà. Je vais vous mettre la réponse en joule par mole et par Kelvin. Hein. Bon, je vais mettre l'unité ici pour parce qu'elle me gêne un petit peu et mettre le résultat ici. Alors, je vais indiquer le résultat ici égale 8,3146 06 742. Bon, je vais vite contrôler à ma machine. 8,314. Oui, ça c'est bon. D'ailleurs, je vais mettre même une séparation ici. 606 742. Voilà. En joule par mole et par Kelvin. Voilà. Donc ça, je l'ai pris avec 10 exposants 5. 10 exposants 5. Bon. Alors, je vais le prendre maintenant avec 101 325, comme ils le disent ici, hein, bon, dans la remarque, ils vous disent que, bon, anciennement, ils prenaient 101 325 pascal. Bon, calculons avec ça. Donc, anciennement, il n'y a pas de grande différence entre 100 000 et 101 325. Hein, il n'y a que 1000 de différence. Au niveau pression, je vous ai déjà calculé l'erreur, elle est très petite. Hein. Entre 101 000 et 101 000. Pourquoi ils ont créé le bar? C'est parce qu'en fait, ils ont éliminé le 1000 du 101 325 pascal, c'est pour dire 10 exposant 5, et pour dire 100 000, c'est plus facile que de dire 100 000 que de dire 101 325 pascal. Donc il y a une petite erreur, et quand on fait cette petite erreur, ben, ça ne va pas beaucoup bouger. Vous allez voir tout de suite que ça ne va pas beaucoup bouger. Regardez, je vais insérer le 101 325 pascal. Je refais mes calculs avec 101 000. Voilà. Ça, c'était pour 10 exposants 5. C'est pour 1 bar, 10 exposants 5 pascal. Maintenant, je recalcule tout. 5325 fois 24,79 fois 1 millième divisé par 298,15. Voilà. Et là, bon, j'ai 8,24. 8,24. Je vais le marquer. Hein. Je vais marquer. Pour ça, je vais faire de la place parce que je n'ai plus de place. Hein. Je m'excuse. Voilà. Je vais marquer ici CSTP. CSTC. C.S.TP. Voilà, conditions standard. Voilà, conditions standard de température et de pression, mais à 1 bar. À 1 bar. 1 bar, on a trouvé que le R valait, je vais le renoter ici, 8,314 606 742. Voilà. Alors, maintenant, je vais le faire en CSTP. CSTP C.S.T.P pour 101 325 pascal. Le R, il vaut, je vais regarder dans ma machine que je viens de calculer, je trouve 8,42 424 424 775
Vous pouvez faire la différence, vous allez voir l'écart, hein, il n'y a pas une grande différence. Hein, bon, voilà. 775, 281. On a une petite, toute petite différence. Bon, c'est pas ça qui va jouer grand chose. Entre 8,14, 8,42, 8,31, la différence, voilà, 8,42, 8,42 moins 8,31. On a un écart de, voilà, 11 centièmes. 11 centièmes d'écart. L'écart est de 0,11. Voilà. L'écart est de 0,11. Alors, bon, revenons à ce... Parce qu'après, je le calcule en CNTP. Je peux le faire maintenant, mais bon, je vais d'abord voir le CSTP. Voilà, donc l'état standard, c'est ça. C'est ce que la thermodynamique utilise. Utilise l'état standard pour définir, je veux dire, voilà, par exemple, l'enthalpie de formation des réactions. Ben voilà, elle utilise l'enthalpie standard à 298,15 et actuellement à 1 bar, 10 exposant 5 Pascal, bon, anciennement 101 325 Pascal. Alors pour un corps pur gazeux, on choisit le gaz parfait comme état standard. En fait, c'est un état hypothétique car un gaz n'est pas parfait que lorsque la pression est infiniment faible, alors que la pression standard est de 1 bar. Voilà, bon, voilà, c'est encore une hypothèse qu'ils établissent ici parce qu'en fait, vous voyez bien que la pression est à 1 bar, elle n'est pas suffisamment fait pour être considéré comme un gaz parfait, mais hypothétiquement parlant, on considère quand même comme gaz parfait. Alors, pour une phase condensée solide ou liquide, l'état standard est le corps pur stable dans l'état physique considéré, bon, soit l'état solide ou l'état liquide. Alors pour un état solide cristallin, c'est la variété allotropique stable à la température choisie, donc c'est voilà, c'est la variété cristalline. Variété allotropique, c'est une variété cristalline. Bon, on peut avoir plusieurs formes voilà, de disposition cristalline. Bon, c'est la disposition cristalline qui en, voilà, leur forme cristalline dans cette variété la plus stable qui est prise en compte. Vous avez une famille, on va dire, de variétés de cristaux, voilà, dans une liste de cristaux bien définie, différente, mais c'est celle qui est l'état la plus pure qui est prise en considération, la plus stable, et donc la plus pure. Voilà. Voilà, ici, il vous donne l'état standard de quelques corps purs. Voilà, l'hydrogène. H2, l'hélium, le carbone graphite, le N2, l'oxygène, voilà, c'est des corps purs, hein, ils sont pas mélangés. Hein. Ils sont pas mélangés, c'est des corps purs. Voilà. Par contre, là, ils sont mélangés, composés, méthane, état gazeux, l'eau liquide, le chlorure de sodium, voilà. Alors, je vais voir maintenant les conditions normales de température qui sont à 0 degré. Conditions normales de température et de pression, parfois appelées abrégées CNTP, sont des conditions pratiques en partie arbitraires d'expérimentation et de mesure en laboratoire. En physique et en chimie, voilà, on peut choisir le CNTP. Elles permettent des comparaisons commodes entre des résultats expérimentaux. Les conditions les plus usuelles fixent la température normale à 0 degré Celsius, voilà, 273,15 Kelvin, donc je vais refaire les calculs, et la pression de 1 atmosphère 120 325 pascal, soit la pression atmosphérique moyenne au niveau de la mer. Pourquoi? Parce que c'est Torricelli qui avait fait sa première expérience au niveau du niveau de la mer pour pas avoir trop d'écart. Voilà, c'était un niveau de référence qui était le niveau de la mer. Voilà. Dans l'expression condition normale, le terme normal signifie normalisé, non pas habituel. C'est au début du 19e siècle, en physique des gaz, qu'est apparu le besoin, je m'excuse, de rapporter les résultats de l'expérience à des conditions standards ou normales de pression et de température. Ces conditions résultent d'un accord empirique et consensuel des expérimentateurs qui s'est établi progressivement dans la première moitié du 19e siècle en Europe. Bon, il a fallu harmoniser, voilà, et de se dire qu'il fallait quand même parler voilà, d'une normalisation de pression et de température pour les gaz. Hein.
Parce qu'un gaz, voilà, un gaz est dépendant de sa pression, son volume et de sa température. Hein. Voilà. L'état d'un gaz à un moment donné n'est pas l'état d'un autre gaz à un autre moment si on fait varier le volume ou la pression ou la température. Voilà. Donc en fait, le gaz, il est vu un petit peu bizarrement. Hein. C'est pas comme un solide. Solide, quand il a une certaine pression, une certaine température, ben, c'est ça, c'est sa pression, sa température, puisqu'il est incompressible. Il est considéré comme incompressible. Mais maintenant, les gaz sont compressibles. Voilà, donc en fait, il faut définir un état standard, parce que s'il y en a un qui calcule à une certaine pression, l'autre a une autre pression, ou l'autre a un volume donné, l'autre a voilà, un autre volume donné, bon, ça fait un petit peu zizanie. Voilà. Euh, vous pouvez déjà voir que dans ce que je viens de dire ici, voilà, j'ai pris le CSTP, mais une mole de gaz occupe 24,7 litres en CSTP. J'ai fait le calcul avec 24,7, 79. Mais maintenant, en CNTP, bon, comme j'ai voilà, une température qui n'est pas la même, une mole de gaz va occuper 22 litres 4. En CNTP, je vais faire le calcul pour le CNTP. Voilà. Donc je refais le même calcul que tout à l'heure. R est égal à en CNTP, donc j'aurai la pression de 101 325 pascal fois la variation de température qui est 273,15 puisqu'on est au zéro absolu. C'est la température de congélation de comment on appelle ça, de la glace sur une mole, mais à ce moment-là, une mole occupe 22 litres 4. Voilà, et en calculant ceci, je peux vous calculer, ça va donner, en condition CNTP, le R vaudra 101 325 fois 273,15 divisé par 22 litres 4. Là, ouais, là j'ai fait une erreur parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, fois PV, j'ai fait une petite bêtise là. Ouais, ceci vient au dénominateur normalement. PV est égal à. Il faut que je le marque parce que sinon je risque de m'embrouiller. PV égale NRT. Le R vaudra PV sur NT. Voilà. Donc la température, le volume, la pression elle est là, 101 325. Le volume c'est 22 litres 4, donc c'est bien ce que je disais. Il faut permuter ces deux-ci. Maintenant je vais recommencer mon calcul. Donc 22 litres 4 que je dois mettre en mètres cubes. Hein. Donc je dois faire fois 0,01 fois 10-3. Voilà, je dois mettre 10-3. Alors on va calculer tout ça. Donc 101 325 fois 22 litres 4 fois 0,01 divisé par 273,15. Voilà, 8,30. Ouais, je vais le marquer là-bas directement. C'est toujours en joules par mole et par Kelvin, ça. Voilà, je mets en CNTP. On n'est pas loin voilà, on n'est pas loin des valeurs de tout à l'heure. Hein. Bon, ça ne change pas grand-chose. Hein. C'est 8,30. On va mettre un 9. 280. 615. Voilà. Et là, ça c'est la constante des gaz parfaits. Ici, elle est en CSTP, mais avec un bar,
Là, elle est en CSTP, mais avec une ancienne pression qui était prise en compte. Voilà. Et là, on est en CNTP, mais ça fait 8,31. 8,31, ça se rapproche de celui-ci ici. Voilà, 8,31, on a une petite erreur ici de 8,31. Bon, c'est une petite erreur de rien du tout. Voilà, si on peut faire l'écart, hein, bon, vous allez voir, il n'y a presque pas grand chose d'écart. Je peux calculer l'écart entre celui-là et celui-là. Je vais le faire tout de suite. Moins 8,31, 4, 606, 742. Voilà, j'ai 5 millièmes d'écart. L'écart est de 5 millièmes. L'écart est de 5 millièmes. Voilà, un écart de ça. Si vous voulez encore savoir la suite, bon, j'ai ceci. Voilà. Je peux encore continuer, mais bon, voilà. 5 millièmes d'écart. Ou 53 millièmes d'écart. Ou 532 millièmes, 100 millièmes d'écart. Voilà, et toutes ces unités-là, bien sûr, sont données en joules par mole et par Kelvin. Joule par mole et par Kelvin. Ça, ce sont les unités, voilà, de ceci. Ils sont tous en joules par mole par Kelvin. Voilà, donc l'écart en rouge, c'est l'écart entre ces deux-ci. Et l'écart qu'on a ici, là, 0,11, c'est l'écart entre ces deux-là. Voilà. Alors maintenant, c'est pas terminé, parce qu'en fait, l'unité étant ici, le R est donné en kilojoules par kilomole. Donc je dois diviser celui-ci par, si vous voulez, on va mettre delta H égale delta U, plus, il n'est pas en joules, mais en kilojoules. Donc il faut diviser par 1000. Voilà, un joule, c'est un millième. Un joule, c'est un millième de kilojoule. Donc, le R, si je prends celui-là, je prends celui-ci, qui est au millième, hein, je le prends au millième, c'est 8,315. Hein, je choisis de le prendre au millième, fois, pour le mettre en, là, il est en joule, je vais le mettre en kilojoules, parce que l'expression ici est en kilojoules, fois 10-3. Là, il est en kilojoules par mole et par Kelvin, fois la température, fois delta NG. Voilà. Et donc, les enthalpies de formation standard seront définies par rapport euh, aux conditions CSTP, conditions standards, euh, voilà, de température et de pression. Voilà. Donc, ils constituent, je veux dire, un état de corps pur non mélangé, pris dans leurs états physiques le plus stable, et pour les solides, leur forme cristalline la plus stable, c'est-à-dire quand on a une variété allotropique, on prend celle qui est la plus stable parmi toutes les différentes possibilités de, voilà, de, euh, voilà, de cristallisation existante. Bon, et donc sous la pression de 1 atmosphère, ce qui fait 101 325 pascal, voilà, et à une température déterminée, généralement de 228
269,15 Kelvin. Alors, la pression standard a été fixée, comme je vous l'ai dit, à 1 bar en 1982 par l'Union internationale de chimie pure et appliquée qu'on appelle l'IUPAC. Mais malgré tout, les données disponibles dans les tables thermodynamiques sont encore bien sûr référées à la pression de 1 atmosphère. Hein. Voilà. Donc faites très attention à ça. Bon, enfin, pas très attention, non, mais voilà, ça ne change pas des masses. Voilà, pour vous dire, parce que j'ai fait le calcul ici, ça ne change pas des masses, mais c'est pour vous dire que, bon, il y en a un qui a été fixé à 10 exposants 5 pascal et l'autre à 101 325 pascal, et c'est ça, l'état standard, c'est ça. C'est ce que je vous ai dit. Voilà. Et alors, comment on voit l'état standard? Ben, il est distingué par un sigle, voilà, petit degré. Voilà, de petit degré. Voilà. Si on est à l'état standard, on verra un petit degré comme ceci. Ou là, delta U à l'état standard comme ceci. Voilà. Donc une grandeur thermodynamique déterminée par référence à l'état standard est distinguée par un signe, si vous voulez, degré. Donc une enthalpie standard de réaction à une température T est représentée par le symbole, si vous voulez, delta H. Euh, 0 T, où la température est à 298,15 Kelvin. Voilà. Mais pour simplifier, on écrit souvent delta H avec le degré comme ceci. Pour simplifier. Voilà. Je vous remercie beaucoup.